Bon, attends, je vais. Là, on commence à enregistrer et on va commencer à faire rentrer les gens. Bonjour Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Sabrina. C'est long. Bon, vous êtes prête? Eh bien, écoute, oui. J'espère que ma souris va bien cliquer, qu'il n'y a pas de problème de batterie. Du coup, je vais la brancher, ma souris. Il ne s'agirait pas que les clics ne fonctionnent pas, hein, Delphine? Oui, parce que là, je ne pourrais pas le faire à ta place, en fait. Mais non. C'est long, mais après... Ah. Allez, alors attends, il faut que je fasse le chat. Bon, là, j'écris, mais après, j'écrirai plus. On va faire un cours particulier pour Sabrina. Eh oui. Non, tout le monde arrive, ils ne s'arrivent pas à l'heure. On va attendre un peu, c'est pas grave. Elle est pile 13 heures, hein, donc Sabrina avait un peu d'avance. Oui, c'est ça. On peut lui ouvrir un peu le micro, non? Comme ça, on discute un peu, non? C'est possible, ça, Paulina, ou Oui, bien sûr. Attendez, j'admets. Ah, et Julie. Julie Bonaldi, Julie ok. Garel. Bonjour les Julie. Oui, bonjour les Julie, il y en a deux. En même temps, en plus. Greta. Il y a une autre Julie que moi? Oui. Eh oui. Une Julie Bonaldi. Ah, mais oui, je connais Julie Bonaldi. De nom, en tout cas. Coucou Delphine. Coucou. Delphine, ton brushing est parfait. C'est vrai? Ah oui, ah oui. Alors là, ce matin, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Mais, ah oui, non, mais c'est top. Ça tient Bon, Delphine, ok, mais moi... Elle a mis son rouge à lèvres rouge. Je suis en train de parler de toi pendant que tu es en train de râler. Bah, en fait, c'est ça, j'étais en train de dire, Delphine, elle a un beau brushing, et moi, non, j'ai lissé mes cheveux. Tu as un tout petit peu à contre-jour, ma chère, mais je sais que tu as mis ton rouge à lèvres rouge. Donc, tout va bien se passer. Et Paulina, regardez, Paulina, elle est parfaite, elle ne dit rien. Elle attend les compliments. Coucou Paulina, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, je suis en vacances. Ah, chanceuse. Ouais. Et donc Sabrina, on n'a pas entendu sa voix, mais je crois que le micro il est ouvert. Donc enchantée, oui, Sabrina. Enchantée, rebonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Si. Si, parce que comme c'était un petit peu bruyant, je vais fermer la fenêtre, je pense. Bon, là, on ouvre les micros, c'est ce qu'on disait avec Paulina tout à l'heure. Là, on est peu nombreuses, donc
Donc, c'est Oui, on plutôt entend sympa de les ouvrir. une petite minute. Oui, bien sûr. Comme ça, on échange un peu. Attendez. De toute façon, il n'y a que 200 personnes pour ce midi, c'est tout. C'est peu, c'est vraiment peu. Déçu. Voilà. Bonjour Sur ce, Greta. je coupe mon micro, hop, et puis je vous regarde. Je vous envoie plein de force. En tout cas, Merci Merci, Julie. Julie. ciao. Bonjour Delphine. Bonjour Basma. Ah non, elle se connecte à peine. Bon, ça vous dit si on attend 1 minute de plus, comme ça on respecte le temps de tout le monde. OK. Et bon, les autres, ils vont s'intégrer au fur et à mesure. Mais faut que je ferme mon rideau un peu ou non, ça va? Non, non, on te voit Ça va? bien. Ok. Oui, oui, on te voit bien. Ok. Bon, les autres ils vont s'intégrer à fur et à mesure. Au fur et à mesure. Merci beaucoup à toutes et tous ceux qui sont connectés, qui nous accompagnent aujourd'hui pour ce webinaire. Comment rebooster votre stratégie marketing en cette période des rentrées? Merci beaucoup à Aurélie Moisson, formatrice et consultante, qui va nous accompagner aujourd'hui avec Delphine Quéré, qui est manager des transitions et la fonction marketing, et aussi formatrice marketing et communication. C'est vraiment, je suis très contente de reprendre les webinaires. On a fait quelques-uns avant l'été. On reprend. Chez WeConnect, on veut toujours vous apporter quelque chose, vous soutenir. Donc, je pense que ce sujet est très pertinent pour tous les entrepreneurs qui veulent booster, qui veulent reprendre un peu et reprendre le marketing après une petite période creuse. Donc, je vous laisse avec Aurélie et Delphine et je vous remercie de votre présence. Alors, merci beaucoup, Paulina. Donc, je vais démarrer le tour de table. Mais alors, avant de me présenter, je voudrais juste vous donner un chiffre. Donc, 84. 84, en fait, c'est le pourcentage d'internautes qui attendent qu'une entreprise produise du contenu. Ce contenu doit les divertir, leur donner des solutions, les informer sur des produits qui vont répondre à leurs besoins. Donc, pour info, moi, je fais partie des 84%. Et je suis convaincue que parler de but en blanc de son produit, en fait, de ses caractéristiques techniques, c'est aller trop loin, en fait, dans la relation client. Donc, je suis Aurélie Moisan et mon objectif, en fait, est d'accompagner, de coacher et de former les TPE, PME et leurs équipes pour mettre en place, en fait, des stratégies de marketing de contenu qui soient adaptées à leur cible. Donc, un peu de stress dans ma voix là, on va se détendre. Je suis ravie en fait aujourd'hui d'être parmi nous. Je remercie Paulina en fait pour cette invitation et puis on va essayer de vous partager en fait quelques briques fondamentales du marketing avec Delphine pour vous aider à bien développer et ou rebooster, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, pour rebooster votre business. Delphine, c'est à toi. Oui, merci Aurélie. Merci Paulina déjà de cet accueil au sein de WeConnect. Bon, moi, c'est Delphine. Je suis manager de transition dans la fonction marketing. Mon rôle, c'est d'accompagner les dirigeants et les entrepreneurs en B2B comme en B2C dans la définition et parfois également dans le déploiement de leur stratégie marketing. Je suis par ailleurs, comme l'a souligné tout à l'heure Paulina, je suis par ailleurs formatrice, notamment pour la Ségos. Et mes sujets de prédilection, ce que j'affectionne en particulier, c'est le positionnement des marques, le marketing opérationnel et la com, mais dans une moindre mesure par rapport à Aurélie. Et bien entendu, je suis ravie de partager avec vous quelques principes de base et qui, je l'espère, vous seront utiles en cette rentrée. Merci Delphine.
Alors, avant de commencer, on va juste vous demander, on va rappeler quelques petites bonnes pratiques. Donc, l'idée, c'est de mettre son téléphone en off, si vous êtes comme moi, de switcher tous vos onglets de navigateur, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure connexion. Idéalement, effectivement, coupez vos Slack, vos Discord, toutes les applications. Et puis, n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat. On y répondra au meilleur moment, soit au fur et à mesure de la présentation, soit à la fin. On s'adapte. Alors, on va avoir un agenda plutôt dense. Avec Delphine, en fait, on a vraiment souhaité avoir une approche structurée. L'idée, c'était de balayer en fait des points clés pour la construction de vos stratégies de marketing. Et bien entendu, en amont de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut imaginer que on a déjà fait une analyse de marché, on a benchmarké ses concurrents, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous, on va vous parler du positionnement, du ciblage, de comment concevoir votre plan marketing, votre plan de com, puisque c'est lié, on le verra par la suite. Et puis, on abordera enfin comment définir vos thématiques de contenu. Donc, on va débuter avec quelques clés. Donc, moi, quand on a démarré cette présentation avec Delphine, on s'est dit que ce serait pas mal de rappeler quelques chiffres sur le marché de l'entrepreneuriat, de création d'entreprise. À titre personnel, une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans l'accompagnement et la formation, je me suis rendu compte en fait que beaucoup d'entrepreneurs en fait se lançaient par passion, il y avait un vrai domaine d'expertise, etc. Donc, on se lance, on crée son entreprise, sauf qu'à un moment donné, lorsqu'il faut communiquer, faire du marketing, c'est là où ça pose un peu un souci. Donc, on a recensé quelques chiffres avec Delphine. On est aujourd'hui sur un marché, sur une forte création d'entreprises avec entre l'année 2020 et 2021, on a fait plus de 31% de création d'entreprises. Donc, c'est juste énorme. Petit hic, en fait, on a une entreprise sur deux qui échoue malheureusement dans les 5 premières années. Donc, on a creusé un peu le sujet et on s'est rendu compte qu'en fait, 80% des échecs étaient dus à un marketing défaillant. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de vous donner des éléments et de paraître pessimiste, c'est surtout de vous dire que de toute façon, le marketing, ça s'apprend, il y a des solutions. Et donc, comme ça s'apprend, je vais laisser Delphine commencer et nous en dire plus sur ce qu'est la démarche marketing. Oui, merci Aurélie. Moi, c'est vrai qu'on entend souvent dire que le marketing, en fait, c'est une science molle. Ça n'empêche qu'il existe des fondamentaux et ces fondamentaux, ils sont valables pour tous les secteurs d'activité et pour tout type d'activité. Et justement, si l'on doit résumer la démarche marketing et la ramener à son essence même, en fait, elle s'articule autour de 3 fondamentaux. Alors, c'est une offre, une cible et un positionnement. Alors, l'offre, c'est le premier pilier de la démarche marketing. C'est un peu une évidence puisque pour qu'il y ait transaction, il y a forcément quelque chose à vendre. Et les 2 autres, en revanche, ce sont des ingrédients qui sont souvent négligés. Alors, en l'occurrence, il faut une cible. Et une cible, c'est quoi? Eh bien, c'est un groupe d'acheteurs potentiels ou visés dont vous devez avoir une connaissance fine. Et avoir une connaissance fine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez tout connaître de ce qui caractérise vos prospects en termes de besoins, en termes d'attentes. Vous devez identifier leurs freins, également leur motivation à l'achat, le prix auquel votre produit ou votre solution, votre service pourrait être vendu. Et c'est parce que vous aurez cette connaissance ultra précise que vous pourrez ensuite personnaliser votre message et vos communications parce que, en fait, aujourd'hui, dans l'ère digitale, s'adresser à tout le monde, ça revient à s'adresser à personne. Et on reviendra sur cette notion de ciblage avec l'outil des personas. Et en dernier lieu de la démarche marketing, c'est un positionnement, c'est-à-dire une représentation de ce que vous voulez être dans l'esprit de votre cible. Là encore, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut que votre positionnement soit suffisamment distinctif pour émerger par rapport à la concurrence.
Et merci pour la présentation du slide, Aurélie. Alors justement, quand on parle de positionnement, c'est pour quoi faire? C'est pour créer dans l'esprit de votre cible une valeur perçue supérieure à celle de vos concurrents. On verra quelles questions se poser pour rédiger son positionnement. Vous doutez bien qu'en l'espace d'une heure, on va passer assez vite sur ces notions. Une fois qu'on a créé son positionnement, ce n'est pas suffisant. Il faut communiquer pour exister parce que sans notoriété, il n'y a pas d'image de marque. Et pour avoir en fait des stratégies de communication, ça revient à ce que l'on vient de se dire. Il faut savoir où se trouvent vos cibles, sur quel sujet vous allez les intéresser. Et c'est Aurélie, notre expert com, qui en parlera mieux un petit peu plus tard dans ce webinaire. Et enfin, il faut créer de la valeur pérenne pour vos cibles et votre marque. Il faut donc créer les conditions d'une relation durable. Et les questions à se poser, c'est comment vous retenez vos cibles, vos clients, comment sur le long terme vous interagissez avec eux. Et je pense également qu'Aurélie, tu nous en diras davantage à ce sujet. Oui. Alors, je te laisse formuler le positionnement. Enfin, concrètement, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, un positionnement, c'est l'expression de ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites et surtout, comment mieux vous le faites par rapport aux autres. Parce qu'un vrai bon positionnement, c'est une signature qui va permettre à votre cible de vous identifier et de vous faire préférer sur votre marché de référence. Et dit autrement, on peut dire que le positionnement, c'est la manière dont vous souhaitez que les gens parlent de vous ou de votre marque. Alors, comment rédiger un bon positionnement? Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne se fait pas en 1 heure, ça se fait en quelques mois. C'est la chose la plus complexe du marketing parce que c'est ce qui va déterminer le reste de votre démarche. Mais pour écrire un bon positionnement, il faut être en mesure, en fait, de répondre précisément, mais vraiment précisément, à ces 6 questions. Vous devez précisément qualifier votre cible et pouvoir dire vers qui vous destinez votre offre. De cette cible, vous devez identifier le problème qu'elle cherche à résoudre. Vous devez exprimer quel est votre terrain de jeu, là où vous intervenez, c'est quoi votre univers de référence. Sur votre univers de référence, vous devez être en mesure de dire par rapport à la concurrence et par rapport à vos petits copains où vous faites la différence et en quoi vous faites la différence, pour quel bénéfice le consommateur à qui vous vous adressez quel bénéfice il va en tirer. Et puis à un moment donné, un positionnement, c'est comme les mots d'amour, hein, il faut des actes, il faut des preuves. Et en fait, vous devez être en mesure de dire pourquoi ce que vous dites, on devrait vous croire. Voilà, une fois que vous avez répondu normalement à ces 6 questions de façon très précise, quasiment en 1 phrase ou 2, et pas les phrases à la Proust, hein, ni les phrases à la Delphine Guéret, qui parfois sont très longues. Non, c'est plutôt en des phrases courtes. Si vous répondez à ces 6 questions, eh bien, normalement, vous commencez à avoir un positionnement qui tient la route. On peut passer à un exemple, je crois. Ouais. On a un bon exemple. Parce que parfois, on se dit, en fait, j'ai la même cible que certains, mon offre, on peut également avoir des mêmes problématiques à résoudre, mais c'est la façon dont on va s'y prendre qui va faire la différence. Alors, on a pris avec Aurélie 2 enseignes de bricolage qui normalement sont assez connues, des françaises, c'est Castorama et Leroy Merlin. Alors, a priori, la cible entre Castorama et Leroy Merlin, a priori, on a une cible qui est identique. Hein. Ces enseignes s'adressent à celles et ceux qui ont un lieu de vie et qui veulent l'améliorer en bricolant par eux-mêmes. A priori également, les cibles ont le même problème à résoudre. C'est être en mesure, en tout cas, ces enseignes ont le même problème à résoudre, être en mesure de proposer des solutions à tous
dont les niveaux d'expertise sont extrêmement variables parce qu'il peut y avoir aussi, on n'a pas tous les mêmes compétences en termes de bricolage. Il y a souvent des attentes très fortes et donc des déceptions souvent très grandes. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience. Donc, le terrain de la confiance, pour ces enseignes, il est central. La clientèle, elle attend, selon ses compétences de bricolage, un accompagnement sur mesure. Et c'est là où l'offre entre Leroy Merlin et Castorama, elle diffère. Chez Leroy, la mission, c'est de donner vie à toutes les envies. Alors que chez Casto, on est moins sur de la créativité, on est, voilà, et c'est clairement dit dans leur mission, on est sur la responsabilité sociale et environnementale. Ils nous disent, faisons des choix durables pour la maison. Et ces deux missions, en fait, on va les retrouver dans un langage de preuve extrêmement visible et extrêmement différente sur leur site Internet. Alors, très tôt, en fait, vous savez que Leroy Merlin a utilisé le digital, notamment le brand content, pour non pas proposer des produits, mais plutôt de l'inspiration, de la relation, de proximité. Plus généralement, il proposait une expérience. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de cette émission Météo et vos envies prennent vie ou du côté de chez vous. Et en tout cas, cette invitation à l'inspiration et à donner vie aux envies, on le voit sur leur site, en dehors des traditionnelles rubriques de produits, services, cartes de fidélité. On a sur alors on ne le voit pas vraiment, mais dans la barre de navigation, vous avez le coin inspiration avec une foultitude de clés de recherche. Ça va, je fais une recherche par pièce, je fais une recherche par style, je fais une recherche par couleur et on peut croiser plusieurs critères. Vous avez un coin magazine dans cette rubrique, enfin une rubrique magazine qui se feuillette effectivement comme un magazine de déco plutôt haut de gamme. Vous avez des cours de bricolage avec du coaching, vous avez un forum d'entraide, vous avez aussi accès à la chaîne YouTube, chaîne sur laquelle vous retrouvez des conseils pratiques, des illustrations avant-après, et on est vraiment dans le projet plus déco, dans la créativité. Maintenant, si je vous montre la page web de Castorama, on n'est pas du tout dans le même univers. Chez Casto, la navigation, elle est restée très produit. Voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Et l'offre, elle s'articule au travers des nouvelles valeurs de la maison saine et responsable. On est vraiment dans un tout autre registre. Donc, a priori, on s'adresse à des personnes qui ont le même centre d'intérêt. Mais dans la concrétisation de l'offre, on n'a pas du tout choisi le même positionnement et ce positionnement, il s'illustre sur vos supports de communication, notamment là, en l'occurrence, leur site web. Et pour moi, c'est vraiment flagrant. Si vous avez des questions à ce stade, il y a le chat de conversation ou alors vous levez la main. C'est Paulina qui vous donnera la parole et qui ouvrira vos micros. Donc, on continue. Donc, top, Delphine, pour toutes ces infos. Maintenant, donc, si on imagine que l'on veut mettre en place une stratégie de com et communiquer donc, sur son positionnement, faut quand même qu'on sache à qui on s'adresse. Donc, comment on fait? Parce que tu l'as bien dit en intro, l'erreur principale, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde. On est tous pareils, même en entreprise, lorsque je travaille en entreprise, souvent c'est allez, on arrose le maximum de personnes, on y va, on shoot des emailing, etc. Sauf que, ouais, ok, mais en fait, c'est beaucoup d'efforts déployés pour très peu de résultats au final. Donc, si on veut être pertinent dans son ciblage, qu'est-ce qu'il faut faire, Delphine? Ah ouais, alors on va se répéter, mais c'est à force de se répéter qu'on finit par être entendu. Prendre le risque de vouloir plaire à tout le monde, c'est s'assurer quasiment de ne plaire à personne. Donc, on s'adresse à une cible en particulier. Et pour bien connaître sa cible, et en tout cas pour la partager avec ses collaborateurs, on utilise un outil que vous connaissez peut-être, c'est le persona. Alors, le persona, en langage marketing, c'est un profilage des clients types. Et donc, on disait au départ, le marketing, c'est une science molle, mais vous voyez, quand on parle de persona et de profilage, on est sur quelque chose d'assez concret. Donc,
Un profilage des clients types, c'est une représentation semi-fictive au sens vraisemblable d'un ensemble de personnes qui vont partager la même problématique, les mêmes motivations, les mêmes ambitions par rapport à votre offre. Et donc, sous forme de fiches, vous allez renseigner un maximum d'informations et ces informations, elles doivent vous permettre à vous, vos collaborateurs, vos partenaires, les prestats avec lesquels vous travaillez, de comprendre la logique de vos clients et de se mettre dans leur peau. On se disait, parmi les bonnes pratiques avec Aurélie, là, quelques astuces en fait, pour renseigner votre fiche persona. Dans les bons réflexes à avoir, c'est les réseaux sociaux, aller les repérer, voir où ils se trouvent, identifier les sujets sur lesquels ils s'expriment. Vous pouvez également questionner vos clients actifs qui peut faire partie de votre persona à travers des sondages ou à travers des interviews. Notre conseil, c'est pour vous représenter vos différentes cibles, on recommande entre 3 personas jusqu'à 5. Au-delà, ça devient très compliqué. Et comment vous choisissez vos personas? Eh bien, sur qui vous vous basez, c'est vos clients à plus forte valeur, les clients que vous connaissez le moins, et les clients également sur lesquels vous pouvez avoir une nouvelle cible, des clients qui représentent une nouvelle cible pour vous. Et quand on a répété ce webinaire, Aurélie me dit, mais tu sais, il y en a un 4e persona, c'est l'anti-persona, c'est-à-dire de renseigner également toutes les informations du client que vous voulez surtout ne pas avoir. Voilà. Comme ça, voilà, vous avez ceux vraiment qui sont importants pour vous, ceux qui seraient à développer, et puis surtout vous dites, il faut que je fasse attention parce qu'il y en a vraiment que je veux pas toucher, il ne faut pas que je tombe dans ce genre d'écueil. Voilà. Donc merci Aurélie pour ce rappel de l'anti-persona. Oui, de rien. Alors, c'est donc impeccable. Maintenant, donc je voulais, effectivement, on va vous parler du plan marketing opérationnel et c'est vrai que, je ne sais pas toi Delphine, mais moi j'aime bien qu'à un moment donné, au sein des entreprises, et c'est souvent ce qui manque malheureusement, avoir une feuille de route. Et en fait, cette feuille de route, c'est ce qu'on appelle le plan marketing opérationnel. Moi, je trouve ça super important. Ça vous permet de ne pas vous éparpiller, d'avoir une démarche structurée sur vos actions et puis d'avoir quelque chose de très clair et en fait, la route est toute tracée. Donc, Delphine, est-ce que tu peux nous parler de ce plan marketing opérationnel? Oui, alors c'est vrai ce que tu dis. Souvent, la feuille de route auprès des entrepreneurs et des dirigeants de petites entreprises, ça manque. Cette feuille de route, elle est souvent dans leur tête et puis elle change un petit peu au gré des opportunités qui se présentent. Alors, pour éviter ça, notre conseil, c'est le suivant, c'est une fois que vous avez fait votre ciblage, une fois que vous avez déterminé votre positionnement, vous rédigez votre plan marketing opérationnel. Rédiger, ça veut dire c'est consigné dans votre ordinateur ou pour ceux ou celles qui travaillent encore à l'ancienne. Bon, c'est consigné quelque part, mais c'est écrit. Alors, on y met quoi dans ce plan? En fait, le plan marketing opérationnel, pour vulgariser, c'est la mise en œuvre de votre stratégie. Donc, pour activer votre stratégie, vous allez décider d'un certain nombre d'actions. Et ces actions, en général, elles s'articulent autour des 4 dimensions principales. Dans le jargon marketing, on appelle ça les 4 P, mais c'est peut-être un peu désuet. Ce n'est pas grave. Là, on est vraiment sur les fondamentaux. On peut les renommer, mais c'est assez immuable. C'est le P de produit, le P de prix, le P de place, ce qu'on appelle la distribution, et le P de promotion en anglais, promotion, que l'on dit en français, communication. Et à ces 4 P, on peut rajouter le P de planète. Moi, c'est comme ça que je m'en souviens. C'est tout ce qui va concerner la dimension sociale, environnementale, donc dans la dimension RSE, tout ce qui va préoccuper
le bien-être au travail et vraiment les préoccupations environnementales. Et on peut rajouter aussi le E, le P de people. Si vous travaillez avec des collaborateurs qui seront collaboratrices, pardon, et collaborateurs, je l'employais au sens générique, ne vous méprenez pas, qui sont en contact en fait avec vos clients, eh bien ça peut être bien d'inclure ce P de people. On va mettre comme type d'action des plans de formation, de l'accompagnement aux techniques de vente, etc. etc. Donc, voilà, c'est ça le marketing opérationnel, hein, c'est son plan, c'est décider de la stratégie, mettre en phase un plan d'action et à chaque action, vous allez définir un objectif de performance qui sera timé dans le temps et mesurable spécifiquement. Si dans votre volet distribution, vous allez vous dire, moi, je veux être présent dans les 100 plus gros magasins d'Île-de-France, de tel secteur d'activité, avec ma référence produit X, dès le 3e trimestre 2022. Et votre critère de mesure, ce sera de vérifier à la fin, dans votre facturation, si vous avez bien les 100 points de vente en question. Bien entendu, à chaque action, vous allouez un budget pour réaliser cette action. Alors, budget dépenses ou budget revenu, hein, qu'est-ce que vous souhaitez injecter comme moyen financier, mais aussi quel ROI vous souhaitez en retirer. Et vous allez décider aussi de qui va mener cette action. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un prestataire externe, un partenaire, etc. Et bien sûr, vous allez mesurer, c'est une démarche très rationnelle, le marketing opérationnel, vous allez mesurer l'efficacité de vos actions à travers vos tableaux de bord. Et c'est vrai que quand vous allez regarder votre tableau de bord en rétroactivement à vos actions, il est possible que vous puissiez ne pas tout expliquer dans vos résultats. Et c'est pour ça que vous allez potentiellement mener des études, des enquêtes pour savoir pourquoi vous avez tel résultat. Et en général, on le fait plutôt quand les résultats sont inférieurs. On ne le fait pas suffisamment, à mon sens, quand les résultats sont supérieurs aux attendus, mais peut-être que vous faites quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte et qui est un facteur clé de succès que vous pourriez conserver, mais si vous ne savez pas que c'en est un, la fois d'après, vous n'allez pas forcément le remettre en œuvre. Donc, voilà, la mesure des résultats, quand ils sont en dessous ou au-dessus des attentes, c'est bien de savoir pourquoi. Alors moi, j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser la main à Aurélie, qui, elle, va plus spécifiquement vous parler des actions autour de la communication, parce que vous avez bien vu que la communication, c'est un des piliers de la démarche marketing. Il faut faire savoir ce que l'on fait. Ça passe par cet effet de communication pour exister auprès des clients et des prospects. À toi, Aurélie. Allez. C'est parti, merci Delphine. Donc effectivement, comme vous avez pu le constater, le plan de com fait partie du plan marketing opérationnel. Donc je vais vous expliquer sur les prochains slides comment structurer votre plan de com. Donc c'est pareil, très méthodique, hein. Et là, l'objectif est double, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir une vision claire de ce sur quoi vous allez communiquer sur les mois, l'année à venir, ou bien même sur une opération en particulier, parce que vous pouvez très bien faire un plan de com sur une opération en particulier. Et puis ensuite, en fait, ça peut être aussi utile si vous travaillez avec des agences de com, des prestataires externes, pour dire, voilà, moi j'ai besoin de toi dans ce cadre-là, aujourd'hui j'ai un plan de com, je te l'envoie, comme ça tu vois un petit peu comment toi tu t'inscris dans ce plan de com. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, tout d'abord, effectivement, avant de débuter, donc la slide est blanche, c'est normal. La question qui revient souvent, c'est faut-il être présent sur les réseaux sociaux? En fait, la réponse est non. Et on en revient toujours au même, le persona. C'est-à-dire que votre présence sur les réseaux sociaux, c'est en fonction des canaux privilégiés par votre cible et par rapport aussi à votre appétence. Par exemple, vous avez une cible qui se trouve sur Facebook et sur Instagram. Vous préférez utiliser Facebook, vous êtes plus à l'aise que d'utiliser Instagram. En fait, utilisez Facebook.
votre cible, elle se trouve sur les deux. Donc, utilisez Facebook et vous allez voir ensuite, selon les résultats, si ça vous convient ou non, de prendre la décision. Soit vous allez vous former sur cet autre réseau social sur lequel votre cible se trouve, ou bien à ce moment-là, vous allez déléguer à un prestataire pour être également présent sur Instagram, par exemple. Donc, dans un plan de communication, on va tout d'abord définir ses objectifs. Donc, on va bien entendu partir sur des objectifs SMART. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un objectif SMART? C'est un objectif qui est, Delphine en a parlé un petit peu avant, mais je le répète, spécifique. C'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Donc, on imagine, donc là, en fait, je vais vous donner trois exemples d'objectifs. Et puis, à la fin, on verra comment on va mesurer les KPI par rapport à ces 3 objectifs. Donc, si je vous dis, j'ai un site web et je souhaite le faire découvrir et avoir du trafic dessus, typiquement, votre objectif, là, il est beaucoup trop vague. Donc, on va plutôt l'exprimer ainsi. Donc, je souhaite augmenter le trafic de mon site web de 10% sur les 3 derniers mois de l'année. Grâce à quoi? Mes publications LinkedIn. Là, on est dans un objectif de trafic. Maintenant, si je souhaite, par exemple, me faire connaître à travers mon compte Instagram, alors on parlera plutôt d'objectif de notoriété. Donc, on va le formuler de cette manière. Donc, je souhaite accroître mon nombre d'abonnés Instagram de 20% par mois d'ici 2023. Là, on retrouve bien nos éléments avec le nombre de mois et la date, la temporalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je vous ai préparé également un exemple d'un 3e objectif qui va concerner là la vente. Donc, c'est je souhaite obtenir, par exemple, 5 ventes par jour pour ma formation qui se nomme « Tout est en place » jusqu'à la date de lancement du 15 novembre. Donc, c'est super important en fait de détailler ces objectifs de cette manière parce que à la fin, on pourra vraiment bien mesurer. Maintenant, une fois qu'on a défini ces objectifs, on va définir sa cible. Donc, rappelez-vous toujours la chose suivante, une cible égale un objectif. On ne grille pas les étapes et on ne fait pas tout en même temps. Sinon, vous allez vous mélanger. Et le message sera beaucoup moins clair. Idem. Donc, ensuite, l'étape qui suit, c'est le message et le CTA. CTA, c'est le call to action. Donc, on va le voir après, c'est l'action que vous souhaitez faire à votre prospect. Donc, si on récapitule, on a un objectif, une cible pour lesquelles on a un message et un call to action. Votre message doit bien entendu parler à votre cible. Donc, on se rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec la définition du persona. Il faut vraiment bien le connaître, savoir ce qui l'intéresse, ce qui le touche. Et puis, ensuite, donc on a notre fameux call to action. Lui, bien entendu, c'est un incontournable parce que l'objectif, c'est que quand vous avez une audience, on va le transformer en leads. Donc, leads, c'est les contacts qualifiés. Et puis après, on va le transformer en clients. Et l'objectif de ce call to action, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'inciter une personne à effectuer une action. Donc, par exemple, je vous ai mis plusieurs exemples. En termes de call to action, c'est par exemple s'inscrire pour recevoir une newsletter, prendre un rendez-vous avec un commercial, demander un devis. Le principe, c'est vraiment de dire à la personne qui lit votre message ce qu'elle doit faire ensuite. Moi, je le vois beaucoup sur LinkedIn, il y a énormément de carousels de très bonne qualité qui circulent, donc des mini-présentations pour celles qui ne savent pas forcément ce que c'est peut-être un carrousel, des présentations sur LinkedIn qui passent dans les fils d'actualité, qui sont extrêmement bien faites, mais parfois, à la fin, en fait, on arrive et OK, une fois qu'on a balancé la purée, OK, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux me suivre? Tu veux que je te contacte, tu veux que je donne mon avis, voilà. Donc, c'est ça, le call to action, c'est hyper important.
Une fois, donc je récapitule, on a défini nos objectifs, on a identifié notre cible, on a défini notre message et notre call to action qui va bien. Maintenant, on passe à la planification. Donc là, en fait, c'est juste une question de bon sens. On va regarder ce qui se fait autour de nous. On va regarder ce qui colle à la vie de notre cible. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien la connaître. On va regarder potentiellement la saisonnalité, etc. Et on peut aussi travailler à partir de ce qu'on appelle un marronnier dans le jargon du journaliste. En fait, c'est des dates récurrentes. Typiquement, à l'été, les magazines féminins vont vous parler de comment je perds 5 kilos pour rentrer dans mon maillot. Bah, ça, c'est tous les étés, c'est comme ça. Et voilà, donc pareil, il y a la Saint-Valentin. Donc, tout ça, ça fait partie en fait de dates qui peuvent vous permettre aussi de planifier votre communication. Et il faut les avoir en tête parce que parfois, ça peut aussi vous desservir. Si vous n'avez pas pensé à un salon qui se passe au même moment où vous souhaitez lancer un produit, etc. Donc, c'est hyper important. Ensuite, on y arrive. On va mesurer nos actions. Donc, si on reprend nos exemples d'objectifs qu'on a vus tout à l'heure, on va pouvoir extraire nos KPI. Donc, moi, je le dis à la française, des KPI. Hein. Paulina, je crois que tu le dis plutôt à l'américaine, mais donc les indicateurs de performance, d'accord. Donc, si je reprends mon site web de tout à l'heure, je souhaite augmenter le trafic de mon site web de 10% pour les 3 derniers mois de l'année grâce à mes publications LinkedIn. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va regarder? Bien, on va regarder le nombre de visites qui est en provenance de LinkedIn, qui vient sur votre site, le nombre de pages qui a été vu et le nombre de vues. Ça, ce sont des indicateurs de trafic par rapport à ce type d'objectif. Maintenant, si on reprend notre objectif de notoriété, donc pour Insta, pardon, j'ai une petite coupure. On t'entend. Ça y est. Ouais, mais en fait, voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, si on reprend nos objectifs sur Insta, donc je souhaite accroître mon nombre d'abonnés Insta de 20% par mois jusqu'à d'ici janvier 2023. Et bien là, en fait, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder le nombre d'abonnés Instagram, le nombre d'interactions, donc nombre de commentaires et le nombre d'abonnés que vous allez récupérer. Donc, ça marche, c'est Instagram, mais ça peut être un autre réseau social. Hein. Et puis, le nombre de mentions de votre compte. Enfin, pour terminer, on avait prévu un objectif de vente. Donc, cet objectif de vente, si vous vous souvenez, c'est je veux obtenir 5 ventes par jour pour ma formation qui s'appelle « Tout est en place ». Donc, jusqu'à la date de lancement qui est le 15 novembre 2022. C'est fictif, hein, on n'a pas de formation à vendre. Donc, date de lancement le 15 novembre 2022. Et bien, on va regarder au niveau des indicateurs, on va regarder le nombre d'inscrits à cette formation, le nombre de visites, puisque en amont, vous aurez peut-être créé, par exemple, une page qui présente votre formation, donc le nombre de visites sur cette page, le taux de conversion. Et puis, peut-être si vous faites de la publicité, par exemple, et bien là, vous allez regarder le coût par inscrit pour mesurer vos actions. Voilà ce plan de communication. Donc, on a bien compris que l'importance de fixer des objectifs et des indicateurs de mesure. Maintenant, OK, mais il faut produire du contenu. Et la question qui me vient, en fait, c'est comment on s'y prend pour trouver des thématiques de contenu. Alors, il y a plusieurs pistes. Hein, je vais vous en livrer quelques-unes. Effectivement, souvent, on cherche ce de quoi on va parler. Et en fait, avec Delphine, on a trouvé important de vous donner donc quelques pistes pour définir ces thématiques qui se trouvent finalement, vous allez le voir, à l'intersection entre les intérêts et objectifs de votre persona et votre expertise et les valeurs de votre entreprise. Voilà. Donc, c'est là, à la jonction de ces deux-là, que vous allez trouver vos thématiques. Et une fois que vous avez trouvé vos thématiques, vous allez pouvoir commencer à créer votre contenu. Est-ce que je ne vais pas un peu trop vite
Non, Aurélie, mais on a une question. Alors, je ne sais pas si on y répond maintenant ou si on y répond, plus tard. C'est Julie Bonaldi, pas Julie Garel, qui nous demande combien de temps avant l'événement on peut lancer sa communication en ligne. Est-ce qu'il y a une règle particulière? En fait, il ne faut pas qu'elle soit trop… Enfin, j'ai envie de répondre comme ça. Après, Delphine, tu donneras… n'hésite pas aussi à rebondir, mais il ne faut pas qu'on soit trop en amont. Il ne faut pas qu'on soit trop non plus à la dernière minute. Tout simplement, si vous êtes trop en amont, les gens n'auront pas le temps en fait, de se projeter parce que peut-être que si c'est 2 mois avant, en fait, je ne sais pas du tout ce que je vais faire d'ici 2 mois. Et puis, si c'est un peu trop à l'inverse, à la dernière minute, non, moi, je suis désolée, j'ai prévu des trucs ou je me suis engagée pour un client à tel moment. Donc, ce n'est pas du tout possible. Voilà. Je ne sais pas, Delphine, ce que tu en penses. Oui, en plus, ça dépend de l'événement. Oui. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue. Et ce que tu dis, c'est vrai, c'est que je dirais qu'à minima, c'est 15 jours, 3 semaines avant l'événement. Et ensuite, plus l'événement se rapproche, de faire des petits rappels, voilà, de dire pensez-y, est-ce que vous avez bien noté dans l'agenda, on se retrouve bien dans 3 jours. Voilà, c'est bien parce que… Et si on le fait, voilà, il ne faut pas non plus le faire ça toutes les semaines, mais 3 jours avant, on peut… Et ça, J-2, J-3, J-2, J-1, enfin, un peu ce qu'on a fait avec Paolina, en fait. On a rappelé. Et par rapport, voilà, c'est une petite question, pour ne pas être considéré comme du spam, parce qu'il ne faut pas trop spammer non plus, donc vous considérez qu'un petit rappel tous les combien de temps Alors, quand tu dis ne faut pas être considéré comme du spam, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la manière dont tu vas être considéré par rapport aux personnes à qui tu communiques. Mais il y a aussi comment tu vas être considéré par rapport à ton fournisseur de newsletter, donc de ton emailing en fait. C'est-à-dire que au début, souvent les conseils qu'on donne, c'est il faut faire chauffer sa boîte. Il faut faire chauffer sa boîte mail. C'est un peu comme sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'on passe de 10 connexions à 1000 connexions. Bim, on va être bloqué par le système parce que l'activité est anormale. Donc, en fait, quand on parle de spam, c'est surtout ça. C'est attention, surtout quand on débute. Voilà, faut y aller tranquillement, chauffer sa boîte mail. Après, il y a plein d'astuces pour effectivement pour éviter de rentrer dans les spams, c'est de dire ajouter mon adresse mail en tant que contact ou répondez à cet email. En fait, ça permet, c'est des petites astuces qui vous permettront en fait de montrer patte blanche au niveau des robots, tout simplement, des algorithmes. Et je parle là au niveau des logiciels d'emailing. Voilà. Okay. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question, Julie? Ok. Cool. Comme on ne t'entend pas, je te signifie un pouce. Merci. Ok, donc voilà pour… quoi? Alors, il y a une autre question. Ce que je te propose, Cédric, et je te dirai la question après, parce que là, c'est plutôt, faut-il mettre des tarifs en avant? Ah, ok. Je oui, ne sais pas si tu veux répondre maintenant ou si tu veux y répondre. De toute façon, on a pratiquement fini là. Mais l'idée, c'est de terminer sur ces thématiques. Je vous ai concocté un petit tableau aussi à la fin pour vous donner des billes. Voilà, je n'ai pas prévu d'y passer la nuit dessus, mais au moins, vous aurez des éléments pour vous plus tard. Voilà, donc pour les thématiques, on a défini nos thématiques. Maintenant, effectivement, il va falloir produire du contenu. Donc, il y a une autre piste aussi lorsqu'on crée du contenu, en fait, c'est aller et qu'on communique sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut créer du contenu, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle de la curation de contenu. En fait, c'est d'aller s'inspirer, tout simplement. Donc, par exemple, vous pouvez aller faire de la veille sur ce que vous lisez. Alors oui, pardon, ce que je n'ai pas dit, c'est
vous vous inspirez, mais attention, on n'est pas là pour copier. Hein. Donc, vous vous inspirez, vous reprenez les grandes idées, vous reformulez, etc. Mais l'idée, voilà, c'est de rebondir en fait sur ce que vous allez lire. Maintenant, vous pouvez aussi, pour alimenter vos réseaux sociaux, par exemple, partager des articles ou des études qui sont pertinentes pour votre marché, pour votre cible, en fait. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à demander directement à votre audience ce qu'elle pense de tel ou tel sujet et tenter de voir si un contenu pertinent pourrait être fait selon les remontées aussi des équipes, par exemple. Là, typiquement, si je prends l'exemple du webinaire, on va avoir un certain nombre de questions. À un moment donné, je vais me servir de vos retours pour dire, tiens, là, je vois qu'il y a eu 3 personnes qui ont posé la même question. C'est quelque chose de pertinent. Il faut qu'on communique un peu plus sur cette dimension-là. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour Paulina par la suite, pour développer un nouveau webinaire. Voilà. L'idée, c'est vraiment, servez-vous de ce que racontent vos clients et également vos commerciaux si vous avez des équipes commerciales. Ce qu'il faut retenir, c'est la notion du bon dosage, 20-80. En général, on est sur 80% de création, 20% de curation. D'accord? Donc, création de contenu, c'est vous qui le faites, 80%, et 20% de curation, c'est des articles que vous allez partager, etc. C'est vrai également sur je communique sur ma marque, d'accord? Donc, 20%, je communique sur ma marque, mes produits, ce que je fais, mais 80%, je communique sur tout ce qui est périphérique à ma marque, mais ce qui va intéresser le lecteur. Voilà. Donc, ce 20-80, gardez-le en tête, il est valable pour pas mal de choses, même pour la productivité, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à interroger vos cibles. Posez-vous aussi bien la question de savoir si votre audience, elle est débutante, ou est-ce que vous avez des utilisateurs avancés. Pour le savoir, vous pouvez analyser des statistiques, voir un peu sur quoi votre audience a interagi le plus. Et puis, pareil, vous pouvez faire des sondages sur des sujets peut-être plus spécifiques que d'autres et vous verrez, voilà, s'il y a une majorité de personnes qui veulent des contenus très, très pointus ou des contenus peut-être plus larges. Voilà. C'est tout bête. Aurélie? Oui, dis-moi. Il y a une question là sur Magali demande qu'est-ce que tu appelles la curation? La curation de contenu, c'est toute la veille que vous allez faire. C'est tout ce que vous allez, c'est tout le contenu que vous allez lire en fait pour vous nourrir de votre domaine, de votre spécialité, etc., etc. Voilà, c'est ça la curation de contenu. Ouais. Et je rajouterais, parce que j'ai répondu également dans le chat, c'est en tout cas ce qu'on appelle la curation de contenu, c'est du contenu qui n'est pas produit par vos soins, voilà, oui, que vous récupérez sur les réseaux et que vous imaginez être utile à votre audience. Donc, vous faites de la curation, donc vous avez identifié cette thématique, vous la reprenez telle qu'elle et vous la repoussez comme si vous en étiez propriétaire. Or, ce n'est pas vous qui l'avez créé. Donc, ce que l'on vous recommande, c'est effectivement, ça peut être intéressant de récupérer à droite, à gauche des articles, des sondages que vous pensez utiles à votre audience, mais que vous n'avez pas créés par vos soins. Vous les poussez. Et en revanche, là où on vous attend, c'est sur de la création de contenu spécifique. Parce que si vous dites et vous reprenez à votre compte ce qui a été déjà dit par les autres, ça devient tout de suite moins intéressant. Donc, pour garder en éveil votre audience, eh bien, il faut, voilà, ça prend du temps, mais il faut créer ses propres contenus. C'est ça. Mais bon, c'est pas mal de mixer. C'est pas mal de mixer avec de la curation, effectivement, ce qui vous permet quand même de, voilà, un coup, vous partagez un chiffre, un rapport, quelque chose comme ça, et puis
une autre fois, voilà, vous rentrez un peu plus dans le détail sur ce qui se passe au sein de votre entreprise, voilà, sur un contenu qui sera vraiment spécifique par rapport à votre cible. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher différents leviers pour alimenter vos réseaux sociaux. Il nous reste 10 minutes, Aurélie. Ouais. Vous poussez, excusez-moi. Oui, Oui. c'est Magali. Excusez-moi, quand vous dites vous poussez du contenu que vous avez pu voir ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous poussez. C'est vous repartagez? Oui, pardon. Oui. Et on repartage, par exemple sur LinkedIn, on va repartager un article qu'on a pu voir de quelqu'un qui peut être influent, sur lequel on est d'accord. Oui, par exemple. Et alors, ce qui est important quand même, c'est de ne pas faire que de le repartager. C'est-à-dire que effectivement, vous n'avez pas le temps, vous voyez le truc, c'est super intéressant, bon bah ok, vous le repartagez, mais idéalement, c'est quand même bien de se poser et d'écrire une petite phrase, quelque chose qui redonne de l'information au plus ou extraire en fait une partie de ce que vous avez lu qui vous semble très pertinent pour accrocher en fait le lecteur pour aller lire votre post et puis pourquoi pas après regarder l'information que vous avez partagée qui vient d'un autre support, mais voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de la publication sur les groupes sur LinkedIn? Alors, ça peut être bien. Maintenant, les groupes LinkedIn, c'est moins efficace, je dirais, que les groupes Facebook, par exemple. Après, tout dépend de votre cible, mais effectivement, les groupes LinkedIn, alors moi, je suis persuadée que pour faire de la veille, de la curation de contenu, etc., il y avait vraiment des groupes d'experts sur des sujets. Donc là, il y a vraiment matière à aller lire en fait ce qui se raconte. Maintenant, de là à dire, voilà, je vais publier sur ces groupes pour vraiment avoir plus de visibilité. En fait, il ne faut pas se priver, il faut le faire, mais ce n'est pas non plus, voilà, c'est pas en publiant que sur des groupes LinkedIn que ça va apporter un nombre important de nouveaux followers. Et quand on est seul, oui. Et quand on est seul, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir une page entreprise ou est-ce qu'il vaut mieux publier sur son propre compte? Alors en fait, moi aujourd'hui, par exemple, je suis seule. Donc, pour moi, il faut avoir une page entreprise, de toute façon, ne serait-ce que pour pouvoir afficher votre entreprise dans votre profil LinkedIn, votre profil perso. Après, en fait, il faut jouer un peu sur les deux tableaux. Il faut essayer de créer des boucles entre votre compte et la page entreprise. En fait, on aime bien plus parler à un humain qu'à une entreprise. Voilà. Donc, moi, je le vois dans mon expérience passée, on avait, et c'est pour ça aussi que les stratégies d'employé advocacy, donc d'ambassadeurs de marque en interne dans les entreprises, c'est pour ça qu'on développe ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a la marque, on a la page entreprise, mais après, en fait, derrière, l'idée pour les entreprises un peu plus grosses, c'est d'inciter en fait les collaborateurs à pousser et à parler de leur entreprise sur leur profil, leurs réseaux sociaux. Voilà, parce que ça a plus d'impact en fait. Ouais, ça humanise. Ça humanise, ouais. Et aujourd'hui, on est dans la recherche d'autant de choses authentiques. On veut créer la confiance et la confiance, elle s'établit plus facilement de personne à personne que de personne à entreprise. Parce que l'entreprise, voilà, on ne sait pas trop qui il y a à l'intérieur. Ok, merci beaucoup. De rien. Donc, je termine avec mon fameux tableau et puis après, je vous laisserai regarder tout ça à tête reposée. Donc, effectivement, je vous ai préparé un tableau. En fait, l'idée, c'est avec les différentes phases de vente. Donc, l'idée, c'est d'avoir le bon contenu au bon moment selon vos objectifs. Donc, il y a 4 phases, en fait, dans un schéma de vente. On a la phase où on attire, la deuxième où on va convertir, la troisième où on va vendre et enfin, la quatrième où on va fidéliser. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à chacune, son objectif et à chacune, ses contenus spécifiques.
Voilà. Donc, je vous laisserai lire ça tranquillement. Je vous ai mis à titre d'exemple, en fait, des typologies de contenu, après qui peuvent se retrouver entre convertir et vendre, voilà, soit dans l'une, soit dans l'autre, ou dans les deux. Mais voilà, ça vous permettra voilà, d'avoir une vision d'ensemble et de savoir un peu plus, voilà, à quel moment je partage quoi, etc., etc. Je crois qu'il est temps de répondre aux questions. On est vraiment tout juste, tout juste. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que vous avez répondu les questions qu'il y avait. Ah, voilà. Il y avait Cédric, on n'a pas répondu à Cédric. Ah oui, c'est vrai. Et il y a Cédric Greta qui lève la main. Il y a Greta il y a Greta ensuite. Alors, Cédric, sa question, c'est faut-il mettre des tarifs en avant? Alors, qu'est-ce qu'il vend, Cédric? Peut-être que Cédric nous a quittés. Non, Cédric, voilà. Non, je suis là. C'est bon. Bonjour, Cédric. Bonjour, moi je suis plus dans la prestation de graphisme et d'animation. D'accord. Ok. Et donc, c'est vrai qu'assez souvent, on nous demande assez souvent les prix et des fois, c'est assez difficile de pouvoir juger les prix, en fait, en fonction de la prestation. Oui, bah en fait, alors moi, j'ai déjà vu en fait des graphistes effectivement qui avaient fait toute une grille tarifaire. Enfin, il y a deux types, effectivement de personnes. Hein. Soit on se dit, bah non, moi je peux pas donner un prix comme ça parce que c'est du sur-mesure, parce que voilà, je vais m'adapter vraiment au client. Il va y avoir toute une phase en amont. Sur laquelle je vais avoir une réflexion et selon le secteur d'activité, effectivement, ça va être compliqué en fait de faire un prix par défaut. Et puis bah, après, il y a des personnes qui arrivent en fait parfois aussi à standardiser et à dire que voilà, bon bah je design X pages d'un site internet. Je sais que ça me prend tant de temps. Bon, bah là, le forfait, voilà, mon forfait, mon prix, c'est ça. Donc, en fait, je pense que les deux peuvent être faits. Maintenant, effectivement, s'il y a des prix d'affichés, bah, au moins, bah, ça annonce la couleur et bah, allez, je vais dire Cédric, en fait, tu ne perdras pas de temps avec la personne qui va te contacter et derrière, qui n'aura pas le budget. Voilà, tout simplement. Ou alors, bah, effectivement, après, tu peux aussi faire un peu les deux, c'est-à-dire avoir des bases et puis derrière, ben, me contacter ou à toi de voir. Après, ça dépend comment tu fonctionnes et est-ce que tu arrives à standardiser des choses, en fait, c'est ça. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question, Cédric? Oui, en fait, c'est un peu ce que je fais, mais c'est vrai que dans l'animation, c'est extrêmement compliqué de standardiser, en fait. Ah oui. Ça dépend du client. Ça dépend de quel style, du nombre du temps, oui, voilà. tous les détails qu'il y a à faire. Ouais. Alors, Cédric, ce que je te propose, Paolina, tu as les contacts de Cédric, je pense. Oui. Normalement, j'ai tous les contacts. Ok. Eh bien, Cédric, je pense que je pourrais te mettre en contact avec quelqu'un qui, justement, est graphiste, fait du motion design, etc. Et lui, il a fait toute une grille tarifaire. Donc, si tu veux, à ce moment-là, une fois que j'ai récupéré tes coordonnées, je prends contact avec toi et je te mettrai en contact avec cette personne. Et puis, tu pourras même en discuter. Ça pourrait être pas mal. Ah oui, ça serait intéressant. Voilà. Merci. On a Greta qui lève la main depuis tout à l'heure, là. On te donne la parole. Merci beaucoup. C'est super intéressant ce que vous dites. En fait, Merci. moi, j'ai une question. Que pensez-vous des autres canaux, autres que les réseaux sociaux? En fait, est-ce que tout ce qui est brochure, flyer, kakemono, ce genre de choses, acheter d'espaces médias dans les magazines spécialisés, ce genre de choses, est-ce qu'à votre avis, pour nous, en tant que petite entreprise, moi, je suis toute seule, pareil que toi, Aurélie, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillerez ou pas? Aujourd'hui, Ça dépend du 50% client, des investissements médias se font sur le digital.
Ça, c'était 50%, c'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, les derniers chiffres qui sont tombés dans le dernier baromètre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un baromètre qui passe tous les ans. Et on est passé à 66%, on est près de 70% des investissements médias qui sont sur le numérique. Donc, je dirais que le premier vecteur, c'est quand même les réseaux sociaux. Voilà, il y en a qui sont plus ou moins chers. Et il reste quand même, tu parlais de flyers, kakémono. C'est vrai que ça, c'est de la visibilité. Une fois que tu es dans un lieu, dans un salon, les events, et je trouve que ça se mixe bien. Maintenant, quand on est entrepreneur, en général, on ne coule pas sous l'or. Donc, c'est un arbitrage assez drastique qu'il faut faire, et on fait en fonction de ses budgets. Il vaut mieux investir un canal et bien le faire plutôt que de saupoudrer, parce que ça peut… Voilà. Le saupoudrage, c'est comme vouloir s'adresser à tout le monde. Ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Juste avant Julie, je vois que tu lèves le doigt. Oui, je lève le doigt à l'ancienne. Je voulais savoir, en fait, si on a une clientèle qui n'est pas tellement sur les réseaux, parce que moi, ça va être des gens qui vont demander des réparations de bijoux, ils vont pas trouver, ça sert à rien que je mette à fond sur les réseaux. Si j'ai ma page Google My Business, où ils peuvent me trouver au niveau local, je suis référencé réparateur. Bon, je vois pas pourquoi. Ils sont pas sur Instagram. Hein. La plupart de mes clients, ils sont pas sur Insta. Voilà, c'est ça. En fait, est-ce que ça peut quand même… En fait, donc Julie, je te tutoie aussi. On est plus en proximité comme ça, je préfère. En fait, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est que selon ta base de clients actuelle, déjà, essaye de les interroger sur sur quels canaux ils sont, ce qu'ils consomment comme type d'actualité, sur quoi ils suivent l'information. Donc tout ça fait partie de la connaissance du persona. Et en fait, j'ai envie de te dire, donc tu fais de la réparation de bijoux. Effectivement, donc tu vas plutôt te retrouver, je pense, sur un marketing local. Oui, voilà. D'accord. Là, ça vaut peut-être le coup d'utiliser la presse locale. Alors, oui, mais pourquoi te priver des réseaux sociaux? Oui, de toute façon, je le fais. Hein, voilà. Après, à un moment donné… ouais. Après, donc effectivement, on est sur une partie locale, mais peut-être que pourquoi pas, enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais dans ton activité à un moment donné, selon ce que tu proposes, tu peux très bien imaginer avoir quelque chose à distance, tu vois, de la réparation à distance. Pourquoi pas? Oui, après, c'est dans un futur. Voilà, oui. Dans quelques années, mais après, ça veut dire l'envoi, les machins. Oui, pourquoi pas. Hein. Oui, voilà. Mais non, en fait, parce que dis-toi que ta cible locale, elle est aussi, elle, présente sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, mais pas tous. Non, pas tous, mais après, il faut regarder, effectivement. Et puis, qu'est-ce que tu veux développer? Non, et puis après, moi, j'ai quand même Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà, et puis, mais je ne suis pas aussi active que des collègues qui postent des vidéos tous les jours, et des reels, voilà, et elles font le cinéma. Moi, j'ai pas le temps de faire le cinéma devant mon téléphone. C'est ça. Non, mais je comprends. Après, c'est une question d'arbitrage. Voilà, c'est pas la même cible. Ok. Alors, merci. On a une autre question sur l'impact de la création d'un podcast pour gagner en visibilité et en notoriété. Ça serait quoi le délai moyen? Alors, moi, ma réponse de Normande, elle n'est pas de Normande, mais c'est Aurélie qui sera plus pertinente. Ça prend du temps. La notoriété et la visibilité pour se faire connaître. Parce que quand vous allez faire un podcast, encore faut-il qu'on sache que vous êtes en train d'en réaliser. Hein. Donc, on ne se lance pas dans le podcast tout de suite. En général, on se fait d'abord connaître. Ou alors, c'est le premier moyen par lequel vous allez vous faire connaître. C'est ça. Voilà. Mais ça, c'est pareil. Pour se faire connaître, ça prend du temps. Et moi, j'estime… Avant de changer de stratégie de communication, que ce soit un podcast ou des publications, mais à toi de me confirmer, Aurélie, moi, j'insiste, on ne change pas avant 3 à 6 mois de stratégie. Parce que ça met du temps à s'installer.
Trop souvent, ouais, je suis d'accord. En fait, trop souvent, moi, je l'ai vu en fait dans mes expériences passées en tant que salarié. Effectivement, ah bah non, ah bah ça marche pas. Allez hop, bah on change. Alors on change. On modifie les équipes, on modifie. Enfin, je veux dire, on change tout. En plus de Le ça, client, on il change comprend tout. plus rien là. Oui, et puis en fait, on change tout et on ne sait pas ce qui a fonctionné ou pas. C'est un peu comme ce qu'on appelle alors l'A/B testing dans un email. Vous souhaitez changer quelque chose, ne changez pas tout. Changez soit votre objet, soit votre visuel, mais changez pas et l'objet et le visuel, sinon vous n'allez pas savoir ce qui a fonctionné ou pas. Enfin, voilà. Pour répondre à la question effectivement du podcast, il y en a qui se sont lancés que sur le podcast et le podcast est un moyen de vendre ses prestations de services, de formation, de coaching. Ça se fait. Moi, j'ai développé donc dans le cadre de mon ancienne entreprise, là pour le coup, l'idée, c'est de développer en fait un nouveau canal de communication, un nouveau média, tout simplement parce que aussi ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans une entreprise, ben faut être présent là où nos concurrents n'y sont pas encore. Faut montrer qu'on est dans la tendance, etc. Donc en fait, on m'avait demandé de créer en fait tout un planning éditorial, des podcasts, etc. Sur de différents sujets. Alors ça y est, ça commence parce que j'ai gardé contact avec mes anciens collègues et effectivement, ça commence à porter ses fruits et ça fait 1 an. Voilà. Donc en fait, il faut être très patient et puis après, il faut tenir le rythme. Voilà. Mais c'est un des leviers très, très bons, quoi. Donc, alors, on a Greta qui nous dit « J'ai un podcast et c'est trop dur de le positionner. En revanche, ça m'aide à créer du contenu, mais c'est un énorme boulot à faire. » Bah oui. Ouais. Oui. Le podcast, c'est C'est quoi ton podcast? C'est quoi ton podcast, Greta, pour faire un peu de pub? On ne t'entend pas. Pardon. En fait, je suis d'origine mexicaine, pareillement que Paulina. Okay. Et j'ai créé un podcast qui s'appelle Libérer la parole, mais en espagnol, Liberar la palabra, dont je parle de tout ce qui est les thématiques des femmes. Okay. Et puis, une perspective des genres et féministe, dont je parle de la maternité, des violences faites aux femmes, voilà, beaucoup de choses, de thématiques qui ont été invisibilisées auparavant, comme le travail important que nous, les femmes, font. Déjà, c'est super... ça me prend énormément de temps à faire. Il faut faire les interviews, il faut le préparer, il faut l'enregistrer, il faut payer les outils, il faut payer l'hébergement, il faut payer la plateforme, il faut le diffuser, avoir un contenu, avoir l'image, avoir les invités. C'est super riche, c'est super, j'adore. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de boulot et c'est très dur à le positionner parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode. Oui. Et voilà. En revanche, il est là. Si vous voulez l'écouter, il vous parle espagnol, allez-y. Eh bien, voilà. Il y a Julie qui nous dit, est-ce que tu peux mettre dans le fil de conversation ton lien? Oui, bien sûr. Je mettrai l'Instagram, je vais créer un Instagram et il est sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez l'écouter. Soit pour pratiquer votre espagnol ou pour, si vous en parlez déjà, pour apprendre plus sur des thématiques des femmes. Je le mettre. Il est 14h10, Aurélie. Alors, s'il y a d'autres questions, avec plaisir. Je sais qu'il y en a qui nous ont quittés ou qui doivent nous quitter. Donc, je voulais juste savoir, Greta, quand Greta, tu dis que ça te prend beaucoup de temps, ça te prend combien de temps à peu près? C'est un jour? En fait, moi, je fais un calendrier des thématiques, par exemple, et parce que pour le moment, il est un petit peu en stand-by, mais il y a toujours des thématiques tous les 15 jours. Et donc, pour avoir un petit... des épisodes qui sont en stand-by afin de pouvoir le sortir tous les 15 jours, je dois produire 3 mois en amont. Et donc, par exemple,
on va dire que moi, j'aimerais interviewer Delphine ou Aurélie. Vous êtes super occupés, donc vous me dites oui, d'accord, parfait. D'abord, il faut que la personne soit en ligne avec ce que j'ai envie de dire, qu'il y a une thématique qui touche les femmes. Donc, ça nécessite énormément de lire de ma part afin de voir quelle personne je vais interviewer. 2, que la personne soit d'accord. 3, qu'elle a le temps de le faire. Nous, on va enregistrer, ça prend 1 heure. Et après, il faut faire la post-production. C'est vraiment, c'est un super boulot. C'est super, j'adore. Si jamais quelqu'un d'entre vous voulez que je donne mes tips de comment je le fais, avec plaisir. Mais après, il faut la post-production. Et ça, après, on le sort. Mais d'abord, il faut faire le jingle d'entrée et sortie, chercher la musique, enregistrer tout. Enfin, moi, à chaque épisode, ça me prend de mon temps. Enfin, ça me prend 2 semaines, on va dire ça comme ça. C'est beaucoup. Et moi, aujourd'hui, je suis très pro, je sais très bien faire, hein, mais c'est beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. En fait, c'est beau. Merci pour ton retour d'expérience. On a hâte d'avoir le lien. On pourra profiter de tes conseils. Il y a différents types de podcasts parce que en bijouterie, par exemple, il y a des bijoutiers qui font des sessions. En fait, ils sont en ligne. Alors, le mardi soir, on a des caméras postées sur ses mains qui travaillent et il donne sa technique et on papote et voilà. Ça, c'est. Oui, après, c'est votre thématique à vous et c'est voilà, tout à votre honneur. Mais en tout cas, moi, comme je suis, quand c'est la thématique, elle est très touchy. Ça touche les femmes, la violence faite aux femmes et ce genre de choses. Je ne peux pas me permettre de juste papoter. Vous voyez, mais après, c'est tout à fait possible. C'est pas du live. C'est pour dire qu'il y a tout type. Bravo pour votre thématique. En fait, la clé, c'est vrai que c'est optimisation, gestion du temps. C'est comment je peux regrouper un maximum de tâches à un moment donné. Effectivement, c'est une bonne pratique d'avoir des épisodes d'avance, d'avoir le planning éditorial sur franchement 6 mois au moins. Enfin, là, moi, j'ai été interrogée, en fait, alors rien n'est signé pour le moment, mais parce qu'en fait, je vous raconte mon expérience. J'ai proposé, en fait, une formation podcast sur comment je crée mon podcast, etc., avec une agence de com avec qui je travaille par ailleurs. Et cette agence m'a dit, OK, moi, je suis super intéressée, mais en amont, ce que j'aimerais plutôt, c'est que tu me proposes un podcast pour notre agence. Et puis voir comme ça nous fera un cas d'usage et qu'on pourra exprimer en fait en formation. Et effectivement, là, toute la stratégie va être de avoir une planification sur 6 mois. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai proposé. Et puis après, effectivement, avoir différentes typologies d'épisodes. Pas faire que des interviews, mais faire aussi un peu de solo, travailler sur des mini-séries aussi pour avoir, alors après, je ne sais pas la fréquence, Greta, la fréquence de publication que tu as. Je sais que plus tu publies et plus ton algorithme, il va aimer ça et il va pousser, mais en même temps, je veux dire, c'est en fonction aussi de ses ressources, du temps alloué et de sa stratégie, encore une fois. Tout est une question de stratégie. Qu'est-ce que tu appelles une série ? Moi, je le faisais tous les 15 jours, plus pour le moment, parce que vraiment, comme j'ai lancé mon entreprise, franchement, je n'ai pas le temps de faire ça. Oui. Mais je le faisais tous les 15 jours. Et là, j'ai arrêté un petit peu, mais peut-être que je vais reprendre bientôt. D'accord. OK. Une série, Magali, pour répondre à ta question, c'est par exemple, tu as une grosse thématique, donc je ne sais pas sur quoi tu travailles, enfin, dans quel secteur tu es. Alors, l'idée, c'est de me mettre à mon compte en juin prochain. OK. Donc, mon idée, c'est de pouvoir créer le podcast maintenant pour qu'au moment où je me mets à mon compte, j'ai déjà de la visibilité, déjà de la notoriété. D'accord. Et donc, aujourd'hui, j'ai 20 ans derrière moi de DRH DG dans le secteur public et mon projet, c'est de me mettre à mon compte sur du conseil et du coaching, pardon. Et donc, le podcast… Sur une notion RH, donc. C'est de travailler sur des questions, on va dire, de valeur du travail
l'emploi, les réorganisations, les transformations, le bien-être, etc., Ok. etc. Et donc, j'ai déjà choisi le nom. J'ai pas encore, tu vois, j'ai trouvé la plateforme. J'ai vu qu'il y avait ça qui permettait de. Il y en a pas mal, ouais. Pas mal. Après, j'ai pas encore acheté de micro, tu vois. Enfin, je débute, quoi. Donc, oui. pour l'instant, je perds du temps à comparer les micros, tu vois, et je me dis. C'est pas perdre du temps. Enfin voilà, c'est juste essayer de bien faire les choses. Et en plus de ça, tu as du temps puisque tu es encore salarié. Donc à la limite, enfin voilà, prends le temps et fais-le à ton rythme. Après, en fait, effectivement, pour répondre à tes questions, je t'ai demandé effectivement sur quel secteur tu étais, donc la partie RH. En fait, l'idée, quand je te parle de mini-série, c'est de dire, typiquement là, moi, dans le projet que j'ai présenté à l'agence, je leur ai dit, on pourrait faire des mini-séries sur une thématique en particulier. Donc, je dis n'importe quoi, comment je me lance sur TikTok, par exemple. Et puis, voilà, épisode 1, épisode 2, comme pour Netflix. Tu vois, comme des saisons, quoi. Voilà, faire des saisons. Okay. Et là, typiquement, voilà, ça te permet en fait d'approfondir un sujet sur différents épisodes, enfin sur plusieurs épisodes. Et là, moi, ce que je leur ai proposé, c'est si vous lancez une mini-série, par exemple, on sera sur un épisode par semaine, donc 4 épisodes maximum de la mini-série pour traiter d'un sujet. Voilà. Après, pour un épisode par semaine, toi, tu comptes combien de temps de réalisation? Alors, qu'est-ce que j'ai Alors, en fait, c'est toujours pareil. On peut pas le chiffrer forcément à l'épisode. C'est-à-dire que le gros du boulot, en fait, ça va être d'identifier un peu tous les sujets sur lesquels tu veux te positionner, déjà. Construire un peu ton planning éditorial. Et puis, en fait, ce que tu maîtrises le moins, c'est ce que disait Greta, c'est les interviews. C'est-à-dire les agendas des uns, des autres, si les personnes sont disponibles, pas disponibles. Mais en fait, après, tu peux faire ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si vous connaissez ça pour celles qui cuisinent, mais le batch cooking. Le principe, c'est à la fin de la semaine, le week-end, je prépare tous mes ingrédients et puis je fais tous mes plats pour toute la semaine. Voilà, donc en gros, je me mets une journée où je cuisine, je suis au fourneau et je prépare tout pour la semaine qui vient. En fait, là, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas avoir des épisodes solo où tu vas avoir des mini-séries. Eh bien, en fait, ça, tu le prépares, tu en fais 1, 2, 3, tu peux te mettre sur une journée complète ou tu enregistres tes épisodes en solo, par exemple. Voilà. Oui, d'accord. Le jour où tu tiens ton expert, si cet expert, tu le fais intervenir, par exemple, dans ta mini-série, tu lui dis, écoute, là, durant le temps où on va être ensemble, eh bien, on va faire tous les podcasts ensemble et puis on va se prendre 1 heure, 2 heures, tu vois, et puis vous aurez construit vos podcasts. Donc, en fait, tu fais les choses. Tu condenses. Tu condenses. C'est pour ça, c'est l'organisation beaucoup. Organisation et toutes les tâches que tu peux automatiser un max. Voilà. D'accord. J'espère que ça. On a une question de Cédric. Merci. Oui. Cédric qui nous dit faut-il rappeler ses anciens clients ou les laisser revenir vers nous? Alors, moi, je vais te dire, Cédric, les laisser revenir vers toi, tu peux toujours attendre parce que de toute façon, tu les laisses venir vers toi. Donc, voilà, ils viendront s'ils ont envie de venir. Maintenant, bien entendu, dans les… voilà, on disait qu'il faut créer une relation durable avec ses clients, leur envoyer tes dernières réalisations, enfin, voilà, refaire parler de toi, reparler de ce que tu sais faire, redire en quoi tu pourrais leur être utile. Bien sûr, c'est un travail régulier et franchement… Ça fait partie de la phase fidélisation. C'est ça. Et là, dans le tableau d'Aurélie, notamment, je pense qu'on en parle dans ce… Voilà, voilà, on renvoie des témoignages clients. On crée un club privé. D'un club. C'est ça. Oui, c'est-à-dire en fait, c'est vrai parce que en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à revenir vers les gens. C'est vrai que c'est… Même si que, par exemple, j'ai des clients qui sont fiers de ce que j'ai fait. J'ai beaucoup de clients, mais après, je sais que en fait, j'ai du mal à les revenir vers eux
pour peut-être les ressolliciter. Pour moi, je pense que je les embête, mais bon. Alors, en fait, c'est revenir vers eux, non pas forcément pour leur dire « Hé, coucou, j'ai sorti une nouvelle offre, la voici », mais plutôt trouver les occasions de revenir vers eux. Alors, c'est tout bête, mais la bonne année, déjà, systématiquement, enfin voilà, c'est quel, après c'est pareil, ça peut être, si tu vois qu'un de tes clients a fait un post sur LinkedIn pertinent ou autre, et ben garde le contact en fait. L'idée c'est d'entretenir, comme tu vas entretenir le contact avec un ami en fait, hein, c'est trouver les bons moments pour rester en contact avec cette personne. Alors bien entendu, je t'ai parlé de du 1er janvier, enfin voilà, je souhaite la bonne année, mais en fait, c'est hyper important. La C'est hyper rentrée, important. à la rentrée. À la Allez, rentrée, Ah oui, voilà. c'est vrai. La rentrée, tout le Ça monde fait pas le reprend. Hein. fait. C'est comme une deuxième année en France. Hein. c'est ça. Si tu Septembre. connais un peu tes clients et que tu sais qu'ils ont des enfants qui rentrent au collège, qui rentrent à la petite école, etc., et ben, c'est le moment de reprendre contact. C'est tout bête, mais ben, dernièrement, alors ce n'était pas des clients, mais je l'ai fait avec mes anciens collègues. C'est-à-dire que j'avais des super relations avec des rédacteurs. Je savais qu'il y en a qui avaient les mêmes tranches d'âge que moi. Eh bien, tiens, j'ai demandé des nouvelles et c'était l'occasion. Voilà, bonnes vacances. Enfin, on trouve plein de petites occasions comme ça. Ok. Il faut juste oser, en fait. Ouais, c'est ça Ouais. mon gros défaut. Et en fait, tu verras que les gens seront super contents. Ah, merci. Enfin, voilà, parce que tu as pensé à eux. Et ce n'était pas juste pour leur dire regarde, j'ai créé une nouvelle offre, en fait, ou regarde mon nouveau design. Non, c'est juste tu t'es intéressé à eux. Et ben voilà, tu sais qu'il a un enfant en bas âge, ben, tu souhaites une bonne rentrée pour son enfant. Voilà. D'accord, merci. Pas de rien. Merci, on va peut-être arrêter. Là, il est 14h23. Moi, j'ai des obligations à 14h30. Merci beaucoup, Aurélie et Delphine. Ça a été super intéressant. Merci à tous ceux qui se sont connectés. On va vous envoyer un petit sondage. Comme ça, on sait quels sont les petits points qu'on peut améliorer. Comme ça, vous pouvez donner des conseils à moi-même pour Aurélie et Delphine. Et vous saurez la présentation. Si vous savez, vous voulez regarder un peu et revoir ce qu'on s'est dit pendant 7h30, vous pouvez aller le voir et vous saurez les coordonnées aussi d'Aurélie et Delphine. Comme ça, vous pourrez continuer la conversation et voilà, si vous voulez travailler avec elle, c'est toujours… ça sera très intéressant. Donc, merci au nom de WeConnect. Ça nous fait très plaisir d'accueillir ces webinaires, de vous donner un espace pour parler de vos métiers et on vous remercie pour votre temps. Et vous saurez des nouvelles bientôt pour les webinaires, les formations qui arrivent bientôt. J'espère que vous allez nous accompagner. Merci beaucoup. Et Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on fait un petit débrief toutes les trois, les filles, ou pas? Ouais. Oui. OK. Au revoir. Au revoir et merci. Super. C'était super. Oui, ça enregistre encore, je crois. Ah oui.